La tarte aux noix de pécan était encore chaude dans mes mains quand ma belle-fille s'est levée de la table du dîner et m'a crié au visage, « Paie le loyer ou dégage !» Les lumières de Noël clignotaient en rouge et vert à travers la fenêtre derrière elle. La dinde que j'avais passé 4 heures à préparer était à moitié mangée dans des assiettes pour lesquelles personne ne m'avait remercié. Les ongles cramoisis de Céleste, ceux que j'avais payés au salon la semaine dernière, me pointaient comme des armes. Sa voix coupait à travers la pièce, assez tranchante pour faire saigner. Cet arrangement ne fonctionne plus. Rhonda, tu vis ici sans payer de loyer, prenant notre espace, utilisant nos services publics, mangeant notre nourriture. Notre nourriture. La dinde que j'avais achetée avec mon chèque de sécurité sociale. La farce faite avec du pain que j'avais acheté et payé. Les légumes que j'avais épluchés et coupés pendant qu'elle se faisait faire les ongles. Mes mains ont commencé à trembler. Le plat à tarte semblait glissant entre mes paumes. J'avais 68 ans, debout dans ce qui était autrefois ma propre salle à manger, tenant un dessert pour des gens qui me regardaient comme si j'étais une tâche sur leurs meubles coûteux. Je contribue, ai-je dit. Ma voix est sortie plus petite que je ne le voulais. J'achète l'épicerie. Je cuisine. Je nettoie. J'aide avec. Ce n'est pas un loyer. Céleste s'est approchée. Son parfum, un autre cadeau que j'avais offert, a rempli l'espace entre nous. C'est notre maison maintenant. Nous payons l'hypothèque. Nous couvrons les factures, et franchement, nous avons besoin de l'espace pour un bureau à domicile. L'entreprise de Garrett se développe. Je me suis tourné vers mon fils. Garrett était affalé dans la chaise en bout de table. Ma chaise, celle que son père, Philippe, avait construite à partir de chaînes récupérées il y a 40 ans. Garrett a croisé mon regard juste une seconde avant de détourner les yeux, grattant quelque chose sur sa manche qui n'y était pas. 2 adolescents étaient assis à l'autre bout de la table, penchés sur leur téléphone. Ils n'ont même pas levé les yeux. N'ont pas bronché quand leur mère a élevé la voix sur leur grand-mère. Ne se souciaient pas que c'était le dîner de Noël et que leur père laissait sa femme détruire sa propre mère. 1200$ par mois, a dit Céleste. Chaque mot a atterri comme une pierre dans mon estomac. Paie le loyer ou dégage. Tu as jusqu'au nouvel an pour décider. 1200$. Mon chèque de sécurité sociale entier était de 1400$. Cela me laisserait 200$ pour tout le reste. Nourriture, médicaments, assurance voiture, essence, tout ce dont j'avais besoin pour survivre. La pièce a légèrement basculé. J'ai serré le plat à tarte plus fort, sentant la chaleur brûler à travers les maniques dans mes paumes. Ça n'arrivait pas. Ça ne pouvait pas arriver. Pas à Noël. Pas dans la maison que je leur avais cédée il y a 3 ans quand ils avaient promis de prendre soin de moi pour toujours. J'ai regardé Garrett à nouveau. Mon fils, le garçon que j'avais bercé pour l'endormir pendant les orages. L'adolescent que j'avais conduit à l'entraînement de baseball 6 jours par semaine pendant 4 ans d'affilée. Le jeune homme dont j'avais aidé à financer les études universitaires en faisant des doubles quarts de travail à l'hôpital où j'avais été infirmière pendant 35 ans. Garrett ? Son nom est sorti comme une question, douce et brisée. Il m'a regardé, puis m'a vraiment regardé. Et il a souri. Pas le sourire dont je me souvenais de son enfance. Pas le sourire reconnaissant qu'il m'avait donné quand j'avais signé l'acte de propriété de la maison. Ce sourire était froid, méchant. Le sourire d'un étranger qui voulait me faire mal. Voyons comment tu vas survivre maintenant, maman, a-t-il dit. Sa voix a traversé la table comme de la glace craquant sous le poids. Bienvenue dans le monde réel. Quelque chose dans ma poitrine s'est fissuré, pas mon cœur, qui s'était déjà brisé quand Philippe est mort il y a 3 ans. C'était différent. C'était le son de quelque chose qui gelait, devenant dur et froid et inamovible, comme de l'eau devenant glace, comme de la gentillesse devenant acier. J'ai posé la tarte aux noix de pécan sur la table. Personne ne l'a touchée. Personne n'a rien dit. Les adolescents ont continué à faire défiler leur téléphone. Céleste a croisé les bras et m'a fixé, attendant que je supplie, que je pleure, que je m'excuse d'être un fardeau. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je suis sorti de cette salle à manger sans un autre mot. Mes pieds ont traversé le sol que j'avais nettoyé 1000 fois. Passé le salon où j'avais emballé leurs cadeaux de Noël à minuit parce que le papier cadeau était cher et que je voulais leur faire économiser de l'argent. À travers la cuisine où j'étais resté debout pendant 4 heures ce matin-là pour préparer un repas que personne n'appréciait.
J'ai marché jusqu'au garage converti où je vivais depuis 3 ans. L'endroit qu'ils appelaient la suite de la belle-mère, mais qui n'était en réalité qu'un garage avec un chauffage d'appoint et une salle de bain si petite que je devais me tourner de côté pour atteindre les toilettes. L'endroit qui n'avait pas de chauffage adéquat et sentait l'huile de moteur, peu importe combien je nettoyais. Mes mains tremblaient en tirant mes 2 valises de sous le lit étroit. Mais elles ne tremblaient pas de peur. Elles tremblaient d'autre chose, quelque chose qui ressemblait à un pouvoir que j'avais oublié avoir. J'ai emballé mes vêtements d'abord. Chaque pièce pliée soigneusement comme ma propre mère me l'avait appris il y a 60 ans. Des pulls que Philippe m'avait achetés pour l'hiver, la robe que j'avais portée à ses funérailles, les ensembles en coton pratique dans lesquels je vivais depuis qu'il était tombé malade parce que les jolies choses ne comptaient plus quand la personne pour qui vous vouliez être jolie était partie. Puis j'ai emballé mes photographies. Philippe le jour de notre mariage me regardant comme si j'avais décroché la lune. Le jeune Gareth soufflant des bougies d'anniversaire à l'époque où ses yeux étaient doux et pleins d'amour. Des vacances qui semblaient être arrivées à des personnes différentes dans une vie différente. Ma boîte à bijoux étalée ensuite. Les pièces simples que Philippe m'avait offertes au fil des ans. Rien de cher, rien qui vaille la peine d'être volé, mais tout précieux parce que ses mains les avaient choisis. Sa voix avait dit « Je t'aime ». Quand il me les avait donnés, son sourire les avait rendus inestimables. Au fond de mon tiroir à sous-vêtements, sous le coton que j'avais porté pendant 3 ans, j'ai trouvé l'enveloppe. Papier épais couleur crème encore scellé. Celle que mon avocat m'avait envoyée il y a 6 mois avec une note disant « Ouvrez ceci quand vous serez prête à connaître la vérité sur ce que vous valez ». J'avais eu trop peur de l'ouvrir avant. Trop peur de ce que cela pourrait signifier. Trop inquiète des décisions que je devrais prendre si je savais ce qu'il y avait à l'intérieur. Je n'avais plus peur. Je me suis assise sur le bord de mon lit étroit dans le garage converti et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents, des relevés bancaires, des résumés d'investissement, des registres de propriété, des chiffres qui m'ont coupé le souffle. Des chiffres qui changeaient tout. 400 000 $ de la police d'assurance vie de Philippe, celle que nous avions maintenue pendant 40 ans, payant des primes même quand l'argent était serré parce que nous avions promis de prendre soin l'un de l'autre. La police qui a payé quand il est mort. L'argent que j'avais investi sagement avec un conseiller financier nommé Marvin, qui m'avait dit d'être patiente, de le laisser fructifier, de ne le dire à personne jusqu'à ce que je sois prête. Ces 400 000 avaient grandi à près de 600 000 avec des investissements prudents et les produits de la vente de nos propriétés locatives. Les propriétés dont Gareth ignorait l'existence. Celles que Philippe et moi avions achetées il y a 20 ans et remboursées lentement, discrètement, sans le dire à personne parce que nous avions appris que la famille demandant de l'argent pouvait détruire des relations plus vite que toute autre chose. Gareth et Céleste ne savaient rien de tout ça. Ils avaient supposé que la pension de l'hôpital et la sécurité sociale étaient tout ce que j'avais. Ils n'avaient jamais posé de questions, ne s'étaient jamais demandé pourquoi j'avais cédé une maison entièrement payée sans négocier plus fort. Ils avaient été trop impatients, trop certains d'obtenir tout ce qu'ils méritaient. Trop occupés à calculer ce qu'ils avaient gagné pour se demander ce que je pouvais cacher. J'avais voulu voir qui était vraiment mon fils sans que l'argent ne change l'équation. J'avais voulu savoir s'il prendrait soin de moi parce qu'il m'aimait ou parce qu'il pensait que j'avais quelque chose valant la peine d'être hérité. Mon avocat m'avait prévenu. Rhonda, c'est dangereux. Et s'il vous traite mal? Et s'il profite de la situation? Je lui avais dit que j'avais besoin de connaître la vérité. Que je préférais connaître le vrai caractère de mon fils plutôt que de vivre dans une ignorance confortable. Eh bien, maintenant je savais. J'ai sorti mon téléphone et appelé un VTC. La conductrice est arrivée 15 minutes plus tard, une jeune femme aux yeux gentils et à la voix douce qui m'a aidé à charger mes valises dans son coffre sans poser de questions. Elle pouvait probablement dire que ce n'était pas des vacances, que quelque chose s'était brisé ce soir, que je laissais des morceaux de moi-même derrière. Alors que nous nous éloignions de la maison qui était la mienne, qui devrait encore être la mienne, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai donné une adresse de l'autre côté de la ville et j'ai regardé les lumières de Noël floues passer par ma fenêtre. Nous avons roulé pendant 20 minutes. Les quartiers ont changé, les maisons sont devenues plus grandes, les pelouses plus soigneusement entretenues. Des portails sont apparus aux entrées des allées privées. Les rues sont devenues plus calmes, plus jolies, plus sûres. C'est ici, a demandé la conductrice quand nous nous sommes arrêtés devant une maison contemporaine à 2 étages avec de grandes fenêtres brillant d'une lumière jaune chaude dans la nuit froide de décembre. Un garage pour 3 voitures, une cour avant avec un aménagement paysager professionnel,
une boîte aux lettres avec un numéro que j'avais mémorisé il y a 6 mois. C'est ici, ai-je confirmé. Elle m'a regardé comme si je lui avais peut-être donné la mauvaise adresse. Comme si peut-être une vieille femme avec 2 valises le soir de Noël n'avait pas sa place dans un quartier comme celui-ci. Comme si elle devait peut-être demander si j'étais sûr. Mais je sortais déjà mes clés. Celles que je portais dans mon sac à main depuis 6 mois. Les clés de la maison que j'avais achetée avec l'argent de l'assurance vie de Philippe. La maison dont Gareth ne savait rien. La maison qui était à moi. Tout à moi. Pas d'acte partagé. Pas d'arrangement, pas de suite pour la belle-mère, juste mon nom sur le titre et mon avenir à l'intérieur de ces murs. J'ai donné un pourboire de $50 en espèces à la conductrice. Elle l'avait mérité pour ne pas avoir posé de questions, pour avoir été gentille quand la gentillesse semblait rare. Pour avoir aidé une vieille femme à s'échapper le soir de Noël sans la faire se sentir petite. Elle est partie et je suis resté sur mon porche, clé en main, regardant ma maison, ma belle maison secrète que je meublais lentement depuis 6 mois tout en vivant dans ce garage, tout en les laissant penser que je n'avais rien, tout en les testant pour voir jusqu'où ils descendraient. Ils étaient descendus plus bas que je ne l'imaginais possible. J'ai déverrouillé ma porte d'entrée et je suis entré. La maison sentait la vanille et la cannelle des bougies que j'avais allumées hier quand j'étais passé vérifier les choses. Les meubles que j'avais choisis moi-même, pas des occasions, pas des trouvailles de vide-grenier, étaient disposés exactement comme je le voulais. Un canapé couleur crème, un fauteuil de lecture près de la fenêtre, des étagères que j'avais construites moi-même, déjà remplies de romans que je collectionnais. J'ai traversé chaque pièce lentement. La cuisine avec des comptoirs en granit et une cuisinière à gaz dont je rêvais depuis des années. Des appareils en acier inoxydable qui fonctionnaient correctement. Un lave-vaisselle qui ne fuyait pas. De l'espace dans les placards pour toute ma vaisselle au lieu des 3 pieds carrés que j'avais dans le garage. Le salon avait une cheminée, une vraie avec du bois empilé à côté que j'avais acheté moi-même. Des étagères encastrées bordaient un mur, peint en blanc, organisé avec des livres triés par couleur parce que c'était joli et personne ne pouvait me dire que c'était peu pratique. À l'étage, ma chambre avait un dressing. Une pièce entière juste pour les vêtements et une salle de bain attenante avec une baignoire assez profonde pour vraiment se détendre, des planchers chauffants, une douche avec une pression d'eau qui ne crachotait pas, un miroir avec un bon éclairage, de l'espace pour respirer. J'ai déballé mes valises et accroché mes vêtements dans ce dressing spacieux. Chaque pièce avait de la place, rien d'étroit, rien de froissé pour avoir été entassé trop serré. J'ai aligné mes chaussures sur les étagères encastrées. J'ai placé ma boîte à bijoux sur la commode. J'ai arrangé mes photographies sur la table de nuit. Philippe me souriant à travers 40 ans de souvenirs. Puis je suis descendu dans mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant 3 ans, j'avais soutenu Gareth et Céleste de façon qu'ils avaient cessé de remarquer. Ou peut-être qu'ils avaient remarqué et avaient juste cessé de s'en soucier. Quoi qu'il en soit, l'argent avait coulé dans une seule direction, de moi vers eux. Mois après mois, facture après facture, urgence après urgence qui n'était jamais tout à fait une urgence. $300 chaque mois pour l'épicerie. Ils avaient arrêté de dire merci après la première année, arrêté de prétendre qu'ils en avaient besoin après la deuxième. Commencé à l'attendre comme si c'était leur droit. $500 chaque mois pour les frais de scolarité de l'école privée des enfants parce que l'école publique n'était pas assez bien pour leurs enfants. Même si l'école publique avait été très bien pour Gareth, même si j'avais proposé de leur donner des cours moi-même, j'avais un diplôme d'infirmière et j'avais aidé Gareth à aller à l'université. Mais Céleste m'avait regardé comme si j'avais suggéré de leur apprendre à lire à la lumière d'une bougie dans une grotte. $200 d'économie par mois en les gardant sur ma police d'assurance automobile. Ils avaient promis de me rembourser leur part. Cette promesse a duré 6 mois avant que les excuses ne commencent. Avant que nous te le donnerons le mois prochain ne devienne tu n'en as pas vraiment besoin, n'est-ce pas? $120 chaque mois pour le forfait familial de téléphone portable parce qu'ils avaient demandé à être ajoutés temporairement il y a 3 ans et temporaire était devenu permanent sans discussion. Leur téléphone était plus récent que le mien. Données illimitées pendant que je limitais ma propre utilisation pour économiser de l'argent. Ils diffusaient des vidéos pendant que j'attendais le Wi-Fi. La carte de crédit que j'avais donnée à Gareth pour les urgences. Celle qui débitait entre $400 et $800 chaque mois pour des urgences comme de nouvelles chaussures et des repas au restaurant et des abonnements de divertissement et des choses qui n'étaient jamais tout à fait des urgences mais semblaient toujours nécessaires sur le moment. J'ai affiché chaque compte sur mon ordinateur portable. Mes doigts bougeaient sur le clavier avec détermination,
avec clarté, avec la certitude froide de quelqu'un qui avait enfin cessé d'avoir peur de paraître méchant. D'abord, l'assurance automobile. J'ai appelé la compagnie et retiré Garrett de ma police avec effet immédiat. La représentante a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui. Elle a demandé s'il y avait un problème. J'ai dit, pas de problème, juste un changement de circonstances familiales. Elle a dit que cela me ferait économiser $212 par mois. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, la compagnie de téléphone portable. J'ai navigué dans leur système automatisé jusqu'à ce que j'atteigne une vraie personne. J'ai besoin de retirer une ligne de mon forfait familial, ai-je dit. J'ai donné le numéro de Garrett. Le représentant a confirmé le changement, l'a retiré de mon compte. Son téléphone cesserait de fonctionner dès le matin. Je n'ai rien ressenti. La carte de crédit a pris 3 minutes. J'ai appelé la compagnie, les signalé comme perdus, et je les ai fait l'annuler, et en émettre une nouvelle uniquement pour moi. Chaque débit en attente serait refusé. Chaque tentative future de l'utiliser échouerait. Ils ont demandé si je voulais transférer le solde. J'ai dit non. Le solde était le problème de Garrett. Maintenant, j'ai mis à jour mes préférences de mail sur chaque compte. Chaque facture, chaque relevé, chaque notification viendrait maintenant uniquement à moi. Pas d'accès partagé, pas de visibilité conjointe, aucun moyen pour eux de suivre ce que j'avais ou où ça allait. Puis j'ai ouvert mes emails et rédigé un message à Marvin, mon conseiller financier. Marvin, s'il vous plaît, retirez Garrett Winters comme bénéficiaire de tous mes comptes, investissements et polices. Il ne doit plus recevoir aucune information sur mes finances. Je passerai la semaine prochaine pour mettre à jour mon testament et établir une fiducie pour les organisations qui aident les personnes âgées qui ont été exploitées par leur famille. Cordialement, Rhonda. Je l'ai lu 2 fois, m'assurant que les mots disaient exactement ce que je voulais dire. Puis j'ai appuyé sur envoyer et fermé mon ordinateur portable. La maison était calme, paisible, la mienne. Je me suis fait une tasse de thé, le bon genre, les feuilles en vrac coûteuses que j'avais économisées, et je me suis assise dans mon fauteuil de lecture en regardant mon jardin. Une mangeoire à oiseaux pendait de l'érable. Je l'avais installée le mois dernier et j'avais regardé les cardinaux et les geais bleus visiter chaque matin. Demain, je la remplirai à nouveau. Je m'assiérai ici avec mon thé et je les regarderai manger, et je n'aurai personne pour me dire que c'était un gaspillage d'argent, ou que les oiseaux étaient sales, ou que j'étais stupide. J'ai dormi dans mon lit confortable cette nuit-là. Le matelas était ferme comme je l'aimais. Les oreillers étaient en mousse à mémoire de forme. La couette était en duvet et chaude. La chambre était chauffée correctement. Pas de chauffage d'appoint claquant et brillant en orange dans le coin. Pas d'air froid s'infiltrant par les joints de la porte de garage. Pas d'odeur d'huile de moteur. Juste des draps propres et la sécurité et le silence. J'ai mieux dormi que je ne l'avais fait en 3 ans. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 8 heures au lieu de 5 heures. Personne n'avait besoin de moi pour faire le petit déjeuner. Personne n'exigeait que je lance une lessive ou prépare le déjeuner ou nettoie les salles de bain avant que la journée ne commence. Je pouvais juste être. Je me suis fait des œufs brouillés avec du vrai fromage. Le bon genre, pas le truc bon marché. Toast avec du vrai beurre que j'ai tartiné épais, jus d'orange que j'ai pressé frais avec le presse-agrumes que je m'étais acheté le mois dernier. J'ai mangé lentement à ma table à manger, regardant mon jardin où la lumière du matin filtrait à travers les arbres. Mon téléphone a vibré. Des SMS, 6 d'entre eux, tous de Garrett. Maman, où es-tu allée? Maman, ce n'est pas drôle. Céleste dit qu'on devrait parler. Maman, sérieusement, tu dois m'appeler. As-tu vraiment annulé la carte de crédit? On doit parler maintenant. J'ai lu chacun attentivement, noté la progression, la confusion vers la colère, l'exigence déguisée en inquiétude, le sentiment de droit saignant à travers chaque mot. Puis j'ai bloqué son numéro, appuyé sur le bouton, et regardé son contact disparaître de mon téléphone. Puis j'ai bloqué le numéro de Céleste. Puis pour faire bonne mesure, j'ai bloqué les numéros des 2 adolescents, même s'ils ne m'avaient jamais envoyé de SMS de toute façon, sauf quand ils voulaient de l'argent pour quelque chose. J'ai passé le reste de la matinée à organiser ma maison. J'ai accroché des photos au mur en utilisant un niveau pour m'assurer qu'elles étaient droites. Des photos de Philippe et moi le jour de notre mariage. Des photos de vacances que nous avions prises avant qu'il ne tombe malade.
Ma photo de remise de diplôme d'école d'infirmière de 1979. Des images d'une vie que j'avais construite avant que Gareth ne décide que j'étais jetable. J'ai arrangé mes livres par couleur sur les étagères du salon parce que c'était beau et qu'il n'y avait personne pour me dire que c'était peu pratique ou difficile de trouver des choses. J'ai installé ma machine à coudre dans la chambre d'amis et disposé les pièces de courte pointe sur lesquelles je travaillais depuis 6 mois. Un motif d'alliance en bleu et vert. Quelque chose de joli à faire juste parce que je voulais le faire. Vers midi, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra que j'avais fait installer. Une des premières choses que j'avais faites après avoir acheté la maison. Caméra de sécurité à la porte d'entrée, porte arrière et garage. Capteur de mouvement, serrures intelligentes, tous connectés à mon téléphone. Tous me montrant exactement qui était sur ma propriété à tout moment. Gareth se tenait sur mon porche, l'air froissé et en colère. Ses cheveux étaient en l'air comme s'il y avait passé ses mains. Sa veste était froissée. Son visage était rouge. Il a appuyé sur la sonnette à nouveau. Puis encore, puis il a commencé à marteler la porte avec son poing. « Maman. Maman, je sais que tu es là-dedans. Ouvre la porte. » Je suis resté à l'étage dans ma salle de couture. J'ai allumé ma machine et fait passer du tissu à travers. Le vrombissement du moteur noyant ses coups. Je me suis concentré sur mes points. Ligne droite, tension égale, coins qui se rejoignent précisément. Le confort mécanique de créer quelque chose de beau pendant que mon fils s'effondrait sur mon paillasson. Il a martelé pendant 23 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé les images de la caméra plus tard. 23 minutes de poing contre bois, de sonnette qui sonne, de lui mettant ses mains en coupe pour regarder à travers la fenêtre avant, de lui faisant le tour vers l'arrière-cour et essayant le portail que j'avais verrouillé, de lui abandonnant finalement et retournant en trombe à sa voiture. Il est resté assis dans l'allée pendant 10 minutes de plus, m'appelant probablement, m'envoyant probablement des SMS, se motivant probablement pour revenir et essayer à nouveau. Mais finalement, il est parti et je suis retourné à ma matinée paisible. Ce soir-là, je me suis fait à dîner. Saumon avec asperges et riz sauvage. Je l'ai mangé en regardant un documentaire sur l'Antarctique, quelque chose que j'avais toujours voulu apprendre, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps parce qu'il y avait toujours du linge à plier ou de la vaisselle à laver ou quelqu'un ayant besoin de quelque chose de moi. J'ai pris un bain dans ma baignoire, utilisé les sels de bain coûteux que mon ami Norma m'avait envoyés pour mon anniversaire l'année dernière, ceux que je gardais pour une occasion spéciale. J'ai décidé que survivre au dîner de Noël avec ma dignité intacte comptait comme assez spécial. J'ai lu 3 chapitres d'un roman policier avant de m'endormir dans mon lit confortable avec de bons oreillers et pas de chauffage d'appoint claquant dans le coin. Le lendemain, mon téléphone a sonné d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Maman. La voix de Gareth semblait tendue, serrée, comme s'il essayait de ne pas crier. Pourquoi m'as-tu bloqué? Où es-tu? On doit parler de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ai-je dit lentement, gardant ma voix calme. C'est que toi et ta femme m'avez dit de payer un loyer que je ne peux pas me permettre ou de partir. Alors, je suis parti. Problème résolu. On ne voulait pas dire. Écoute, Céleste était stressée. C'est les fêtes. Tout le monde devient émotif. On peut trouver un arrangement. Peux-tu trouver un arrangement pour me rembourser 3 ans d'épicerie, ai-je demandé. Ma voix est restée égale, factuelle, comme si je lisais une liste de courses. 3 ans de paiement d'assurance, 3 ans de facture de carte de crédit, 3 ans de contribution aux frais de scolarité. Peux-tu trouver un arrangement pour me rendre les 61 920 $ que je vous ai donnés depuis que j'ai cédé ma maison? Silence à l'autre bout. Silence complet. Je pouvais l'entendre respirer. Pouvais presque l'entendre calculer si je bluffais. C'est ce que je pensais. J'ai dit, Gareth, tu m'as montré exactement qui tu es. Je te crois maintenant. Ne m'appelle plus. Maman, attends. On a besoin. Le paiement de l'assurance voiture a été rejeté et la facture de téléphone portable est revenue refusée. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pris soin de moi. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 3 ans. Tu ne peux pas juste nous couper les vivres. On a des dépenses. Les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin de parents qui gèrent leur budget correctement et ne comptent pas sur leur grand-mère pour subventionner leur style de vie tout en la traitant comme une bonne vivante. Au revoir, Gareth. J'ai raccroché.
Mes mains étaient stables. Mon cœur battait normalement. Je ne ressentais aucune culpabilité. Pas de doute. Pas d'envie de le rappeler et de m'excuser. Juste un sentiment propre et clair que j'avais fait exactement ce qu'il fallait faire. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone a sonné 17 fois de numéros masqués. Je les ai tous ignorés. J'ai reçu 14 SMS de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement Céleste utilisant les téléphones d'amis ou obtenant de nouveaux numéros pour essayer de me joindre. Je les ai supprimés sans lire au-delà des premiers mots. 3 emails sont arrivés sur un vieux compte que je vérifiais rarement. Celui que j'avais depuis les années 90 que personne n'utilisait vraiment plus, mais que j'avais gardé actif juste au cas où. Il venait de Céleste. De longs paragraphes sur les malentendus et le stress et comment nous étions toujours une famille et comment pouvais-je leur faire ça à Noël. Je les ai marqués comme spam et je suis passé à autre chose. Une lettre est arrivée à ma nouvelle adresse 3 jours après Noël. Enveloppe épaisse, taille légale. Il m'avait trouvé grâce au registre public, avait probablement cherché mon nom, trouvé l'acte de cette maison, réalisé que j'avais menti en disant n'avoir rien. Réalisé que je les avais testés et qu'ils avaient échoué spectaculairement. J'ai tenu cette enveloppe au-dessus de ma poubelle de cuisine et je l'ai laissée tomber sans l'ouvrir. Regardez tomber dans les ordures sur le marc de café et les épluchures de légumes où elle avait sa place. Au lieu d'être obsédé par mon ancienne vie, j'en ai construit une nouvelle. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque locale. 10 femmes, toutes retraitées, toutes intelligentes et drôles et gentilles. Nous nous réunissions tous les mardis soirs pour discuter de ce que nous avions lu ce mois-là. Personne n'exigeait rien de moi. Personne ne s'attendait à ce que j'apporte des collations ou que je reçoive chez moi ou que je fasse plus que me présenter et partager mes pensées. La première réunion, j'ai failli pleurer quand quelqu'un m'a remercié juste pour avoir contribué à la conversation. Je me suis inscrite à un cours de peinture au centre communautaire. Aquarelle les mercredis matins. L'instructeur était patient et encourageant. Les autres étudiants étaient amicaux. Nous peignions des fruits et des fleurs et des paysages. Rien de chic, rien de parfait, juste la joie de mettre de la couleur sur du papier et de regarder apparaître quelque chose qui n'existait pas avant. J'ai commencé à faire du bénévolat 2 jours par semaine dans un refuge qui aidait les personnes âgées sans abri. Des gens qui avaient été exactement là où j'avais failli finir, rejetés par des familles qui auraient dû les protéger, abandonnés par des enfants qui avaient décidé que leurs parents étaient des fardeaux au lieu de bénédictions. J'ai rencontré une femme nommée Darla qui vivait dans sa voiture depuis 8 mois après que sa fille l'ait expulsée pour transformer sa chambre en salle de sport à domicile. J'ai rencontré un homme nommé Eugène qui avait donné $50 000 à son fils pour démarrer une entreprise et s'était retrouvé à la rue quand l'entreprise a échoué et que le fils a refusé d'aider. J'ai rencontré une femme nommée Patricia qui avait élevé 4 enfants seule après la mort de son mari et pas un seul d'entre eux ne voulait l'accueillir quand elle ne pouvait plus payer son loyer. Leurs histoires m'ont brisé le cœur et endurci ma résolution. J'avais failli être eux. J'aurais été eux si je n'avais pas eu l'assurance vie de Philippe. Si je n'avais pas été intelligente avec l'argent, si je n'avais pas eu la prévoyance de tester Gareth avant qu'il ne puisse me vider complètement. J'ai donné de l'argent au refuge. Pas une somme énorme. Je n'essayais pas d'être une héroïne. Juste assez pour aider. $5 000 pour couvrir les frais de fonctionnement pendant quelques mois. Don anonyme, pas de plaque avec mon nom, pas de reconnaissance nécessaire, juste la satisfaction tranquille d'aider des gens qui méritaient mieux. J'ai rencontré Marvin, mon conseiller financier, et nous avons élaboré un plan détaillé pour mon avenir. Des investissements prudents qui généreraient un revenu stable sans risque élevé, un budget mensuel qui me permettait de vivre confortablement, pas de façon extravagante, mais confortablement. Voyager 1 fois par an, de nouveaux vêtements quand j'en avais besoin, de la bonne nourriture, des livres, des fournitures d'art, une vie. Nous avons mis à jour mon testament. Tout ce que j'avais irait à des œuvres caritatives à ma mort. Des organisations qui aidaient les personnes âgées qui avaient été maltraitées ou abandonnées, des refuges pour victimes de violences domestiques, des programmes d'alphabétisation, des banques alimentaires, des fonds de bourse d'études en soins infirmiers, la recherche médicale, des choses qui comptaient, des choses qui aideraient les gens qui avaient besoin d'aide. Rien pour Gareth. Rien pour Céleste. Rien pour les petits-enfants qui n'avaient jamais pris la peine d'avoir une vraie conversation avec moi. Qui ne m'avaient jamais demandé sur ma vie ou mon passé ou ce que je pensais de quoi que ce soit. Qui étaient restés assis au dîner de Noël à faire défiler leur téléphone pendant que leur père disait à leur grand-mère de survivre par elle-même. Marvin a demandé si j'étais sûr.
J'ai dit que je n'avais jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. Puis j'ai fait une chose de plus, quelque chose qui ressemblait à une assurance, comme avoir une carte dans sa manche que je pourrais jouer plus tard ou peut-être pas. L'incertitude de la chose me plaisait. J'ai engagé un avocat immobilier, pas le même qui s'était occupé du transfert de maison originale. C'était l'avocat de Garrett, quelqu'un que Céleste avait recommandé, quelqu'un qui avait précipité le processus sans s'assurer que je comprenais tout ce que je signais. Cet avocat était le mien. Quelqu'un que Marvin avait recommandé. Quelqu'un de prudent et minutieux et complètement de mon côté. Je lui ai demandé d'examiner les documents de transfert d'il y a 3 ans. Les papiers que j'avais signés qui donnaient la maison à Garrett. Les papiers que j'avais à peine lus parce que je faisais confiance à mon fils. Parce que je l'avais cru quand il avait dit qu'il prendrait soin de moi pour toujours. L'avocat a tout lu lentement, a pris des notes, a surligné des sections. Puis il m'a regardé et a souri. « Madame Winters, a-t-il dit, saviez-vous qu'il y a une clause à la page 7 ?» Je ne le savais pas, n'avais pas lu aussi loin. N'avais pas réalisé que mon avocat d'origine, celui qui avait géré l'acte initial avant que l'avocat de Garrett ne prenne le relais, avait inclus une protection pour moi. Quel genre de clause, ai-je demandé. Une clause de réversion. Elle stipule que si on vous demande un jour de quitter la propriété ou si on vous facture un loyer pour la suite de la belle-mère, la maison redevient immédiatement votre propriété. C'est en béton. Ils l'ont signé. Ils l'ont accepté. Ils ne l'ont juste pas lu assez attentivement pour le remarquer. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai senti quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine. Pas tout à fait du bonheur, quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait à la justice. Donc, la maison est légalement à moi à nouveau, ai-je demandé. Au moment où ils ont exigé un loyer, oui. Vous auriez besoin de déposer des documents pour l'appliquer, mais légalement vous possédez cette propriété. Ils ont rompu l'accord. La maison vous revient. Je l'ai remercié et je lui ai dit que je réfléchirais à ce que je ferais de cette information. Il a dit de prendre mon temps, a dit que la loi était de mon côté chaque fois que j'étais prête à l'utiliser. J'ai quitté son bureau et je me suis assise dans ma voiture pendant 10 minutes juste à penser. Je pourrais reprendre la maison. Pourrais déposer les papiers et les forcer à sortir. Pourrais les regarder se démener pour trouver un nouvel endroit. Pourrais profiter de leur panique. Ou je pourrais garder cette information. La garder comme une arme secrète. Les laisser penser qu'ils avaient gagné. Les laisser continuer à lutter avec une hypothèque qu'ils ne pouvaient probablement pas se permettre. Les laisser continuer à se demander où j'étais et comment je survivais. Laisser l'incertitude les ronger. J'ai décidé d'attendre de voir ce qui se passerait. De garder cette carte cachée jusqu'à ce que je sache exactement le bon moment pour la jouer, si ce moment arrivait jamais. 2 semaines après Noël, je suis tombé sur Céleste à l'épicerie. J'étais debout dans le rayon des produits frais à examiner des avocats quand j'ai senti quelqu'un me fixer. J'ai levé les yeux et elle était là, mon ancienne belle-fille, la femme qui m'avait crié au visage au dîner de Noël, qui avait exigé $1 200 tout en portant le pull de créateur que j'avais aidé à payer. Elle avait l'air différente, fatiguée. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval désordonnée au lieu du style élégant qu'elle portait habituellement. Pas de maquillage, pantalon de yoga et un sweatshirt au lieu des tenues soigneusement coordonnées qu'elle préférait. Son sac à main coûteux pendait à son épaule, mais semblait d'une certaine manière moins cher maintenant. Ou peut-être qu'elle semblait moins chère, usée, inquiète. Elle s'est figée quand elle m'a vu, sa bouche s'est ouverte comme si elle allait dire quelque chose, puis s'est fermée, puis s'est rouverte. Rhonda, a-t-elle finalement réussi? Mon nom sonnait étrange venant d'elle maintenant. Incertain, presque respectueux. Céleste, ai-je dit. J'ai sélectionné 2 avocats et les ai placés soigneusement dans mon chariot. Me suis dirigé vers les tomates comme si c'était un mardi matin normal, et que je n'avais pas vu la femme qui avait essayé de me détruire. Nous avons essayé de te joindre, a dit Céleste. Elle m'a suivi. Son chariot était presque vide. Juste quelques pâtes génériques et de la sauce, le genre bon marché. Pas de légumes biologiques, pas de morceaux de viande coûteux, pas d'articles de spécialité. Tout son budget d'épicerie était probablement ce que j'avais l'habitude de leur donner chaque mois gratuitement. Je sais, ai-je dit. J'ai examiné des tomates, vérifiant la fermeté de chacune. Prenant mon temps, ne la regardant pas, nous devons parler de ce qui s'est passé. À propos de Noël. Il n'y a rien à dire.
J'ai sélectionné 4 tomates et les ai placées dans un sac. Les noué soigneusement. Les mis dans mon chariot à côté des avocats. J'étais contrarié ce jour-là. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Les fêtes sont stressantes. Et tu pensais chaque mot, ai-je interrompu. Je l'ai regardé directement maintenant. Croiser son regard. Les laisser voir que je n'étais pas la même femme qui avait vécu dans son garage. Que quelque chose avait changé. Qu'elle m'avait changé et pas de la façon qu'elle attendait. Et c'est très bien. Tu voulais que je paie un loyer ou que je parte. Je suis parti. Problème résolu. Mais tu as tout coupé. L'assurance, le téléphone, la carte de crédit. Nous luttons maintenant. L'entreprise de Gareth n'a pas été aussi bonne que nous le pensions. Nous avons vraiment besoin. Ce n'est plus mon problème. J'ai poussé mon chariot en avant, me suis dirigé vers le rayon viande, les laisser suivre si elle le voulait, mais n'ai pas ralenti pour elle. Tu manques aux enfants. Elle a essayé. Sa voix est devenue plus aiguë. Désespérée. Ils demandent de tes nouvelles tout le temps. Ils veulent savoir quand grand-mère rentre à la maison. J'ai arrêté de pousser mon chariot, me suis tourné pour lui faire face. Les laisser voir mon visage. Les laisser lire ce que je pensais. Non, ce n'est pas vrai, ai-je dit doucement. Ils ne me connaissent même pas assez bien pour que je leur manque. Et de qui est-ce la faute? Elle a ouvert la bouche pour argumenter, pour trouver des excuses, pour expliquer à quel point ils étaient occupés et comment les enfants étaient différents maintenant et comment la technologie rendait tout compliqué et comment elle avait eu l'intention d'encourager une meilleure relation. Mais les choses lui avaient juste échappé. Je n'ai pas attendu pour l'entendre. Je suis parti, les laisser debout dans l'épicerie avec son chariot presque vide et son visage fatigué et son sac de créateur qui semblait soudainement être un costume qu'elle ne pouvait pas se permettre de continuer à porter. J'ai fini mes courses. Acheté tout ce que je voulais sans vérifier les prix. Saumon frais, bon fromage, vrai beurre, café coûteux, un bouquet de fleurs juste parce qu'elles étaient jolies. J'ai payé avec mon propre argent. L'argent que j'avais gagné, l'argent que j'avais économisé, l'argent qui était à moi et à personne d'autre. Cette nuit-là, j'ai appelé mon amie Norma en vidéo. Elle avait déménagé en Floride il y a 5 ans après la mort de son mari. Vendu sa maison dans le froid et déménagé quelque part où il faisait chaud où elle pouvait voir l'océan et sentir le soleil. Nous étions amis depuis l'école d'infirmière, avions travaillé ensemble pendant 30 ans, avions élevé nos enfants dans le même quartier, avions survécu à la perte et au changement, et à tout ce que la vie nous lançait. Nous avons parlé pendant 2 heures de tout et de rien. Des livres que nous lisions, des émissions que nous regardions, de son nouveau passe-temps de collectionner des coquillages, de mon cours de peinture, et de l'aquarelle de lilas que j'avais terminé hier. Des souvenirs de nos jours d'infirmière quand nous étions jeunes et fortes et pensions que nous pouvions sauver tout le monde. Vers la fin de l'appel, Norma a incliné la tête et m'a regardé à travers l'écran avec ce regard qu'elle avait toujours eu. Celui qui voyait à travers les murs. Tu as l'air différente, a-t-elle dit. Plus légère, comme si quelque chose s'était soulevé de toi. Je me sens plus légère, ai-je admis. Je me sens libre. Et c'était le cas. Pour la première fois depuis la mort de Philippe, depuis que Gareth et Céleste m'avaient convaincu de céder ma maison, depuis que j'avais emménagé dans ce garage converti et commencé à vivre comme si j'étais un fardeau au lieu d'une bénédiction, pour la première fois en 3 ans, je me sentais à nouveau moi-même. Pas la mère essayant désespérément de plaire à un fils qui ne l'estimait pas. Pas la grand-mère tolérée mais pas aimée. Pas la source pratique de main-d'œuvre gratuite et d'argent. Juste Rhonda. Une femme qui avait travaillé dur toute sa vie, qui avait économisé et investi sagement, qui avait aimé profondément et perdu grandement, qui avait survécu à la trahison et en était sortie plus forte. J'avais appris une leçon importante, une que j'aurais souhaité apprendre plus tôt, mais j'étais reconnaissante de la connaître maintenant. La famille n'était pas seulement une question de sang. C'était une question de respect, d'appréciation, d'être présent et de le penser. Gareth et Céleste m'avaient montré qu'ils n'étaient de la famille que de nom. Alors je les avais tranquillement, calmement, complètement coupés de ma vie. Pas de drame, pas de confrontation colérique, pas de supplication pour qu'ils voient ma valeur. J'avais simplement retiré moi-même et toutes mes ressources de leur portée. Et je ne m'étais jamais senti mieux. 3 jours après être tombé sur Céleste à l'épicerie, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Rhonda,
C'est Patricia d'en face de ton ancienne maison. Patricia, mon ancienne voisine, la femme qui avait vécu en face de Philippe et moi pendant 20 ans, qui avait apporté des plats mijotés quand il est mort, qui avait demandé si j'allais bien quand elle m'avait vu sortir les poubelles dans le froid, portant une veste fine parce que le garage n'avait pas de chauffage. Patricia, ai-je dit, comment vas-tu? Je vais bien, chérie, mais j'appelle parce que je pensais que tu devrais savoir quelque chose sur Gareth et Céleste. Mon estomac s'est serré. Quoi à leur sujet? Ils ont des difficultés, Rhonda. Grave. La maison tombe en ruine. Les gouttières pendent, la pelouse envahit. Je les entends se disputer tout le temps. Assez fort pour que toute la rue puisse entendre. Et j'ai vu Céleste pleurer dans l'allée la semaine dernière, juste assise dans sa voiture à pleurer. J'aurais dû ressentir quelque chose. De la sympathie, peut-être. De l'inquiétude pour mon fils. Du souci pour mes petits-enfants. Mais je ne ressentais rien. Juste une curiosité calme sur ce qui viendrait ensuite. Ils essaient de vendre la maison, a continué Patricia. On mis un panneau à vendre hier. Savais-tu qu'ils vendaient? Quelque chose de froid m'a traversé. Non, ai-je dit. Je ne savais pas. Je trouvais ça étrange. Ne leur as-tu pas cédé cette maison? Peuvent-ils la vendre sans ta permission? J'ai souri. Réellement souri, assise seule dans ma cuisine tenant mon téléphone. Patricia, je dois y aller. Merci d'avoir appelé. J'ai raccroché et immédiatement appelé mon avocat immobilier. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Madame Winters, que puis-je faire pour vous? Ils essaient de vendre la maison, ai-je dit. Celle qui m'est revenue. Peuvent-ils faire ça? Non, pas légalement. Ils devraient divulguer la clause de réversion à tout acheteur. Et aucune société de titres n'approuverait la vente une fois qu'ils découvriraient que vous êtes la propriétaire réelle. La vente tomberait à l'eau. Que se passe-t-il si j'applique la clause maintenant? Vous déposez les papiers. Le tribunal les examine. Étant donné la clarté du langage, vous auriez la propriété de retour dans les 30 jours. Il serait tenu de quitter les lieux. Faites-le, ai-je dit. Déposez les papiers aujourd'hui. Êtes-vous sûr? Je n'ai jamais été plus sûr de rien. J'ai raccroché et je me suis assise à ma table de cuisine, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la vengeance, exactement. Plus comme de la justice, comme l'univers se corrigeant lui-même, comme des conséquences rattrapant enfin des gens qui avaient oublié que les conséquences existaient. Les papiers ont été déposés cet après-midi-là. L'avocat a dit qu'il serait signifié dans les 48 heures, qu'une date d'audience serait fixée, que sauf complication, la maison serait légalement mienne à nouveau d'ici la fin janvier. J'ai attendu que la culpabilité arrive, que les doutes s'insinuent. Pour cette voix dans ma tête qui disait, les bonnes mères ne font pas ça à leurs enfants. La culpabilité n'est jamais venue. Les doutes non plus. Et cette voix s'est enfin tue parce que j'avais réalisé quelque chose d'important. Les bonnes mères ne laissent pas leurs enfants les traiter comme des ordures non plus. Gareth m'a appelé 4 jours plus tard d'encore un autre numéro inconnu. J'ai répondu parce que je voulais entendre sa voix quand il réaliserait ce que j'avais fait. Qu'est-ce que tu as fait, bordel? Pas de salutation, pas de prétexte de civilité, juste de la colère brute. Tu reprends la maison. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux, ai-je dit calmement. Il y avait une clause de réversion dans l'accord de transfert. Tu l'as signé. Tu as accepté que si jamais tu me demandais de partir ou me facturer un loyer, la maison reviendrait à ma propriété. Tu as fait les deux. Donc, maintenant elle est à moi à nouveau. Ce n'est pas. Tu ne peux pas. Nous avons un agent immobilier. Nous avons des acheteurs intéressés. Alors tu devras leur expliquer pourquoi la vente ne peut pas se faire. Puis-je suggérer de leur dire la vérité? Que tu as mis ta mère âgée à la porte et essayé de lui facturer un loyer en violation de votre accord? Vois à quel point ils sont sympathiques. Maman, s'il te plaît. Nous avons fait une erreur. Nous sommes désolés. Nous avons besoin de cette maison. Nous avons besoin de l'argent de sa vente. Nous nous noyons ici. Tu aurais dû y penser avant de me dire de survivre par moi-même. Nous avons des enfants. Tes petits-enfants. Et eux? Et eux, Gareth? M'ont-ils dit un mot au dîner de Noël? M'ont-ils remercié pour les cadeaux que je leur ai achetés?
Ont-ils même levé les yeux de leur téléphone quand tu m'as dit de partir? Ces enfants ne me connaissent pas parce que tu ne les as jamais laissés parce que tu étais trop occupé à m'utiliser comme un compte bancaire pour leur apprendre le respect ou la gratitude ou la famille. C'est cruel. Prendre notre maison, nous couper les vivres. Tu es cruel. Non, ai-je dit. Cruel, c'était me crier dessus au dîner de Noël. Cruel, c'était sourire d'un air suffisant quand tu m'as dit de voir comment je survivrais. Cruel, c'était me prendre 60 000 $ sur 3 ans pendant que je vivais dans un garage. Je ne suis pas cruel. Je suis juste. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Avant qu'il ne puisse supplier ou menacer ou essayer de me manipuler comme il me manipulait depuis 3 ans. La date du tribunal est arrivée 2 semaines plus tard. Je n'y suis pas allé. Mon avocat a tout géré. Gareth et Céleste se sont présentés avec un avocat qu'ils ne pouvaient probablement pas se permettre. Ça n'avait pas d'importance. Les documents étaient clairs. Les signatures étaient valides. La clause avait été violée. Le juge a statué en ma faveur. La maison était à moi. Ils avaient 30 jours pour quitter les lieux. Je n'y suis toujours pas allé pour la voir. Je ne suis pas passé devant. Je ne voulais pas voir leur visage ou leurs cartons emballés ou leur vie s'effondrer. Je voulais juste que ce soit fini. Mon avocat a géré le processus d'expulsion, s'est assuré que cela se passe en douceur, s'est assuré qu'ils aient le temps de trouver un autre endroit. Je n'étais pas sans cœur. Je ne voulais pas qu'ils soient sans abri. Je voulais juste la justice. La maison a été vidée fin février. Mon avocat a fait une visite et m'a envoyé des photos. Il l'avait laissée en état décent, étonnamment. Nettoyer avant de partir, réparer les dégâts mineurs qu'ils avaient causés. Peut-être qu'ils avaient enfin réalisé qu'ils devaient montrer un peu de respect, même si c'était 3 ans trop tard. J'ai mis la maison en vente immédiatement. Fixé un prix juste. Elle s'est vendue en 8 jours à un jeune couple attendant leur premier bébé. Ils ont adoré la table à manger en chêne que Philippe avait construite. On promit d'en prendre soin. Je la leur ai vendue en dessous de la valeur marchande parce qu'ils me rappelaient qui Philippe et moi avions été il y a 40 ans. Plein d'espoir et heureux et plein de rêves. La vente a rapporté 380 000 $ après avoir remboursé l'hypothèque que Gareth avait contractée et couvert tous les frais. J'ai pris cet argent et j'ai donné chaque centime à des organisations qui aidaient les personnes âgées maltraitées ou abandonnées par leur famille, des refuges, des fonds d'aide juridique, des programmes qui fournissaient logement, soutien et dignité aux personnes qui méritaient mieux. J'ai gardé une copie du reçu de don, pas parce que j'en avais besoin pour les impôts, mais parce que je voulais me souvenir, voulais avoir la preuve que quelque chose de bon était sorti de quelque chose de douloureux, que la cruauté de Gareth avait été transformée en aide pour les gens qui en avaient besoin. 6 mois ont passé, puis 1 an, ma vie s'est installée dans un rythme qui semblait juste. Club de lecture les mardis, peinture les mercredis, bénévolat les jeudis et vendredis, temps avec des amis, temps seul, temps pour lire et penser et exister sans qu'on ait besoin de moi pour quelque chose. Norma est venue me rendre visite de Floride, et restée 2 semaines dans ma chambre d'amis. Nous avons cuisiné ensemble et ri ensemble et pleuré ensemble quand nous parlions de Philippe et de son défunt mari, Robert, et de toutes les façons dont nous avions aimé et été aimés et survécu quand nous pensions que nous ne pouvions pas. Tu as fait la bonne chose, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur mon porche arrière à regarder le coucher de soleil. Les couper, reprendre la maison, tout ça. Tu as fait exactement la bonne chose. Parfois je me demande, ai-je admis, si j'ai été trop dur, si j'aurais dû leur donner une autre chance. Combien de chances t'ont-ils donné, a demandé Norma. Combien de fois t'ont-ils remercié? Combien de fois t'ont-ils montré du respect ou de la gratitude ou de l'amour? Ils ont eu 3 ans de chance, Rhonda. Ils ont utilisé chacune pour profiter. Tu ne les as pas punis. Tu as juste arrêté de les laisser te faire du mal. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Mais cela aidait quand même d'entendre quelqu'un d'autre le dire. Quelqu'un qui me connaissait depuis 40 ans. Quelqu'un qui m'avait vu à mon meilleur et à mon pire. Quelqu'un qui n'avait aucune raison de mentir pour me faire me sentir mieux. Je n'ai plus jamais entendu parler de Gareth après la date du tribunal. Pas d'appel, pas de lettre, pas de tentative de réconciliation. Peut-être qu'il était embarrassé. Peut-être qu'il était en colère. Peut-être qu'il avait enfin réalisé ce qu'il avait perdu et ne pouvait pas y faire face. Je ne savais pas et je ne demandais pas. J'étais d'accord avec ça. Avec le silence, avec l'absence,
avec le fait de construire une vie qui ne l'incluait pas parce qu'il avait clairement indiqué que je ne devais pas être incluse dans la sienne. J'ai appris quelque chose d'important au cours de ces mois. Quelque chose que j'aurais souhaité savoir plus tôt. Qu'être seul n'était pas la même chose que d'être solitaire. Que avoir moins de contact familial ne signifiait pas avoir moins d'amour. Que parfois la chose la plus saine que vous puissiez faire était de vous éloigner des gens qui vous traitaient comme si vous ne valiez rien. J'avais passé 3 ans à essayer de gagner l'amour et le respect de mon fils, à essayer de prouver que j'étais précieuse, à essayer de montrer que je méritais un meilleur traitement. Et j'avais tout fait de travers parce que le problème n'était pas moi. Il ne l'avait jamais été. Le problème était eux. Leur avidité, leur égoïsme, leur incapacité complète à me voir comme une personne au lieu d'une ressource. Alors j'ai arrêté d'essayer, arrêté d'espérer, arrêté d'attendre qu'ils changent. Et dans cet arrêt, j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. La paix, la liberté, la joie, une vie qui était à moi et à personne d'autre. Si on vous a déjà dit que vous étiez un fardeau, que vous demandiez trop, que vous devriez être reconnaissant pour les miettes d'attention et de respect que les gens vous jettent, j'ai besoin que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas le problème. Les gens qui vous font ressentir cela sont le problème. Et vous avez la permission de partir, de les couper, de vous choisir vous-même. À tous ceux qui ont déjà été dans ce garage converti, littéralement ou métaphoriquement, vivant petit pour que quelqu'un d'autre puisse vivre grand, donnant tout en n'obtenant rien, restant silencieux tout en étant manqué de respect. Votre vie vaut plus que ça. Vous valez plus que ça. Et il n'est jamais trop tard pour vous sauver vous-même. Quelle leçon vous a le plus frappé dans cette histoire? Et si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous donné une autre chance à Gareth, ou l'auriez-vous coupé encore plus tôt? Je veux entendre vos pensées. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur la prochaine vidéo sur votre écran dès maintenant et regardez une autre histoire puissante de notre chaîne. Il y en a une sur une femme qui a tout hérité quand sa famille pensait qu'elle n'avait rien. Vous allez vouloir voir comment ça a tourné. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une histoire comme celle-ci. Ces histoires comptent. Votre histoire compte. Et peut-être qu'en partageant la mienne, je peux vous aider à trouver le courage de vous choisir vous-même aussi. Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous.